Merci pour vos interventions, elles sont magnifiques. Je me souviens d'une rencontre avec Stéphane Hessel qui nous avait dit « L'indignation au départ est indispensable, sa conscience agit, mais on ne se rend pas compte qu'elle est connectée à d'autres consciences qui nous sont supérieures. Et c'est après coup seulement qu'on se rend compte qu'il y avait une conscience collective. » Et il nous parlait de cela à Dora. Et pour revenir sur des personnages historiques, Jean Moulin était préfet. Monsieur Deltour, vous vivez de quoi maintenant ? Non, enfin, alors mon parcours illustre pas du tout les difficultés auxquelles peuvent être confrontés la plupart des lanceurs d'alerte, parce qu'en fait j'ai fait le choix de démissionner, de me réorienter professionnellement, et j'ai passé des concours de la fonction publique avant que le scandale n'éclate. Donc je suis fonctionnaire, ce qui est relativement protecteur, mais pas tant que ça, parce qu'il y a une obligation de casier judiciaire vierge. Mais je précise qu'il a reçu un coup de téléphone en plein procès d'un homme qui lui a dit que la France lui apportait son soutien, et cet homme, c'est Michel Sapin. Il y a une question là-bas. Bonsoir, je voulais vous exprimer tout d'abord mon profond respect pour votre action. Et je voulais savoir, bon, visiblement vous sortez un petit peu d'affaires, entre guillemets, mais pour les lanceurs d'alerte en général, est-ce qu'ils ont des risques d'être inquiétés physiquement, je veux dire, d'être assassinés, quoi, pour parler? Alors ça arrive, hein, moi j'ai reçu aucune menace physique, mais même quand on s'adresse à des gens tout à fait civilisés, issus de grandes entreprises, il peut y avoir des commandos de détectives privés à votre poursuite. Ça a été le cas de Rudolf Elmer en Suisse. Et après, il y a effectivement des lanceurs d'alerte qui sont contraints à l'exil pour leur sécurité, quoi. Donc ça existe malheureusement. Oui, il y a des lanceurs d'alerte qui sont durement criminalisés. Je défends aussi Hervé Falciani qui a fait l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par les autorités suisses, qui a passé 6 mois en prison en Espagne où je l'ai rencontré. Et pour vous montrer l'illustration de ces forces antagonistes que j'évoquais, alors qu'en Suisse, on criminalise celui qui parle et qui viole les secrets, en Espagne, on criminalise celui qui reste silencieux et qui ne parle pas. Donc à front renversé, 2 législations. Et donc l'avocate générale devant l'Audiencia nationale en Suisse, femme superbe, pleine d'élégance, a pris la parole et a dit « Mais nous, on considère que cet homme ne peut pas être extradé vers la Suisse, puisque en se délivrant des secrets, il a rendu service à tous les contribuables européens en révélant le scandale de SwissLeaks. » Donc l'Europe, un jour, se construira par un nivellement par le haut dans la protection des lanceurs d'alerte, mais pour l'instant, on reste dans une espèce d'hétérogénéité et de confusion juridique. Il faudra sans doute encore des décades pour qu'on arrive à une loi à peu près convenable et qui serait acceptée par l'ensemble des pays européens. Alors, maltraitance, oui. Les lanceurs d'alerte, il y a 10 ou 15 ans, subissaient des vagues de procès en diffamation pour les faire taire, des plaintes pour recel de vol quand il s'agissait de collaborateurs qui partaient avec des documents. Il y a un continent où le fait d'être lanceur d'alerte peut conduire évidemment à l'exécution pure et simple et à la torture. Je ne suis pas un continent qui en a le monopole, mais c'est là où sans doute les choses se jouent de façon la plus dramatique, c'est l'Afrique. Et c'est pour ça qu'à Dakar, début mars, je lance une plateforme africaine de protection des lanceurs d'alerte avec Balthazar Garçon, avec des grands journalistes africains, des grands médias africains. Et donc on va mettre en place un système pour permettre à un certain nombre de lanceurs d'alerte africains potentiels, qui pourront rester anonymes ou pas, mais en tous les cas de déposer de façon hyper sécurisée des leaks, donc des révélations témoignant des turpitudes de certains acteurs privés ou publics en Afrique. Et si ça marche, Balthazar Garçon m'a dit, on va tout de suite le dupliquer en Amérique latine, mais déjà on va commencer par l'Afrique. Une question ici ? Bonsoir, je voudrais tout d'abord saluer le courage de M. Deltour. Je voudrais dire à quel point il a été utile dans le cadre des discussions parlementaires de la loi Sapin 2, puisque le ministre Sapin lui-même a dit qu'il n'y aura pas d'affaire Deltour en France
je m'y opposerai et les dispositions que vous avez citées tout à l'heure vont dans ce sens. J'ai une question pour Maître Bourdon. Que pensez-vous de la rémunération des lanceurs d'alerte en France, à l'instar de ce qui se passe aux États-Unis en ce moment? Je pense que malheureusement, le législateur n'a pas suffisamment réfléchi sur cette question. Donc, il y avait une disposition initiale dans la loi Sapin II qui prévoyait que le défenseur des droits pouvait accorder une forme d'allocation financière aux lanceurs d'alerte et en tous les cas prendre en charge ces frais de justice. Elle a été retoquée par le Conseil constitutionnel en invoquant un principe effectivement qui est celui de la rupture du principe d'égalité devant la loi et d'autres motifs juridiques. Moi, je suis pour une forme d'indemnisation des lanceurs d'alerte. Quand un lanceur d'alerte bousille toute sa vie sociale et professionnelle et se trouve incapable, par exemple, de rembourser le crédit de son appartement, de payer la scolarité de ses enfants, et qu'il est cramé parce qu'il peut bénéficier d'une protection de la loi et être totalement ostracisé dans le milieu du travail dans lequel il avait l'habitude de partager l'excellence de ses compétences. Donc il faut une forme d'indemnisation, il faudra reprendre la copie et prévoir, à mon avis, c'est ce que j'avais proposé, une commission composée de grandes consciences et qui, au cas par cas, parce que tout le monde ne le mérite pas, parce qu'il peut y avoir des logiques opportunistes, évaluer dans un principe de proportionnalité le bénéfice à l'intérêt général et tous les dégâts collatéraux que la personne a vécu. Certainement, ne jamais dupliquer le système américain, qui est un système où, de façon métaphorique, l'argent roi se retrouve dans des mécanismes de rémunération fondés sur le pourcentage des sommes qui sont récupérées par l'État, qui conduit à des gratifications à hauteur de centaines et de centaines de millions de dollars. C'est pas notre culture. C'est faire de l'argent une espèce d'étalonnage supérieur de toutes les formes d'action citoyenne. C'est source d'effets pervers, parce que ça conduit à des surenchères, et ça peut conduire aussi à des formes de chasse à l'homme ou de délation tout azimut. Donc le système américain, non, mais améliorer le système français, oui. J'ai une question, avant de passer à quelqu'un d'autre. Sur quels paramètres défendez-vous Edward Snowden? Et la deuxième question, c'est est-ce que les révélations qu'a fait Snowden, outre le fait qu'elles nous ont permis de comprendre ce qui se passait, est-ce qu'elles ont modifié d'ores et déjà certains aspects du problème qu'il a dénoncé? Bon, c'est une question compliquée, enfin, pas pour la première partie. Pourquoi je défends Edward Snowden? Parce que c'est évidemment un grand honneur de défendre Edward Snowden, et quand ces avocats américains et allemands m'ont demandé de rejoindre l'équipe, c'est évidemment avec enthousiasme que je l'ai fait. Évidemment, je ne peux pas dire grand-chose de ce qu'on fait pour des raisons évidentes, mais on se réunit de temps à autre en Europe pour réfléchir à différentes options. J'ai rencontré Edouard à Moscou, avec lequel j'ai eu la possibilité de discuter. Je peux dire que c'est un type absolument formidable. C'est une sorte d'Antoine Deltour américain, on va dire, versus... non, mais la même simplicité, la même gentillesse et la même humilité. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils se ressemblent. Alors, c'est très paradoxal, les effets D'abord, il a dessillé les yeux des 2 tiers de l'humanité. C'est quand même assez incroyable d'imaginer qu'un individu va ouvrir les yeux de 3 à 4 milliards de personnes, dont 50 dirigeants de la planète. Il faut se souvenir des déclarations de François Hollande, des premiers ministres de l'époque et des dirigeants européens à l'automne 2013, en disant c'est un système insupportable, c'est inadmissible, alors même qu'ensuite on a appris qu'il y avait des collaborations occultes entre les services secrets européens et la NSA dans des conditions qui rendaient ces déclarations après coup quand même un peu hypocrites, et le mot est charitable. Donc oui, ça a dessillé les yeux. Oui, ça a fait prendre conscience à des millions de citoyens que la vie privée était véritablement un sanctuaire qu'il fallait préserver à tout prix, que c'était la condition de la liberté d'expression, parce que plus on se sent surveillé, plus sur la toile et dans les communications numériques, et il y a beaucoup d'enquêtes scientifiques américaines qui le montrent, se mettent en place des mécanismes d'autocensure. Donc le sentiment d'être sous la surveillance d'une force souterraine et occulte conduit à des formes d'autocensure, de bâillonnage, et réduit la liberté d'expression.
sur l'ensemble de la toile dans le monde. C'est peu quantifiable, c'est peu quantifié, c'est peu évaluable, mais ce sont des phénomènes qui sont en train d'être évalués. Donc oui, ça crée une exigence citoyenne de vigilance par rapport à l'action des services. Mais en même temps, depuis, il y a eu toute une série d'attentats en Europe qui ont abouti à des résultats contraires, c'est-à-dire à donner une sorte de chèque en blanc aux États pour parer à la menace à tout prix, y compris au prix d'un renouvellement de l'état d'urgence en France, dans des conditions que je trouve pour ma part très critiquables, mais ce n'est pas le sujet ce soir, et de ne pas se montrer extrêmement attentif aux incroyables pouvoirs qui ont été donnés au service de renseignement français dans des conditions qui sont caractéristiques d'un manque de contrôle démocratique qu'un jour, peut-être, on payera cher. Mais c'est vrai que les attentats ont donné une sorte de carte blanche au service en disant la logique d'efficacité commande aujourd'hui qu'au sein de l'État, eh bien, il y a un autre État qui bénéficiera d'une surveillance démocratique très faible, et cet autre État, ça s'appelle les services secrets français. Donc ce sont des questions très compliquées qu'on ne va pas aborder ce soir. L'effet négatif, mais qui est un effet qui accompagne toujours toutes les avancées de la vertu, toutes les avancées de la loi, c'est que le vice s'organise et se sophistique dans son action. J'ai rencontré un jeune banquier suisse il y a quelques mois qui m'a dit « Mais William, c'est formidable ce que vous faites là avec Antoine Deltour, les lanceurs d'alerte, c'est génial, continuez, les nouvelles lois anticorruption, mais vous ne pouvez pas savoir à quel point on a 2-3 longueurs d'avance sur vous, tellement on a externalisé de façon hyper sophistiquée des moyens de dissimulation de l'argent sale, donc tu n'y es pas du tout, continue, c'est formidable ce que tu fais, mais de toute façon, on aura toujours des longueurs d'avance sur toi qui fait qu'on ne sera jamais rattrapé. » Donc, ça ne veut pas dire qu'il faille se décourager, mais il faut avoir conscience du fait que les outils qu'offre la mondialisation par rapport au grand flux d'argent illicite font qu'effectivement, on risque de marcher en crabe longtemps. Voilà. Une autre question ? Bonjour. Maître Bourdon, est-ce que vous défendez aussi les personnes qui sont de près ou de loin dans des raisons d'État ? De quoi, pardon ? Qui sont de près ou de loin dans des raisons d'État. Donc, pas le problème des lanceurs d'alerte, c'est un petit peu hors sujet, mais à la frange peut-être, parce qu'ils ont les mêmes préoccupations, mais c'est pas d'intérêt public, mais ils ont les mêmes... les mêmes problèmes, quelque part. Et deuxièmement, pour la Cour européenne des droits de l'homme, moi j'ai lu, c'était, je sais pas, c'est une référence, le journal La Croix, c'était il n'y a pas très très longtemps, avait fait un article sur la Commission européenne des droits de l'homme et disait que les magistrats de la Cour européenne des droits de l'homme étaient vraiment appauvris par les États européens. C'était vraiment, pardon. Appauvris par les États européens eux-mêmes qui ne souhaitaient pas que cette commission prospère. Donc, quid de cette force, entre guillemets, juridique. Voilà. Écoutez, je ne suis pas un avocat spécialisé dans la raison d'État. Dieu me préserve de ça d'ailleurs, mais qu'il y ait des dossiers où l'accès à la vérité ou l'accès aux responsabilités se heurte à des formes de raison d'État, c'est-à-dire d'omerta au sein de certaines administrations, ou quand il y a des intérêts stratégiques importants, oui, évidemment, ça a pu m'arriver. La raison d'État institutionnalisée, ça s'appelle le secret défense. Quand on oppose le secret défense, c'est la raison d'État légalisée à travers le secret défense. Non, je ne crois pas qu'il y ait une volonté d'appauvrir la Cour européenne des droits de l'homme, que certains dirigeants européens verraient d'un bon oeil qu'elle disparaisse, certainement. Je pense notamment à un certain nombre de dirigeants anglais qui, lorsque la Cour européenne des droits de l'homme a commencé à condamner lourdement Londres pour les conditions dans lesquelles les mesures répressives étaient prises en Irlande du Nord, où la torture était utilisée massivement dans des prisons de Belfast. Oui, à ce moment-là, il y a des dirigeants anglais qui auraient rêvé d'étrangler tous les juges de la Cour européenne des droits de l'homme. Non, aujourd'hui, ceux qui détestent le plus les juges de la Cour européenne des droits de l'homme, ce sont des dirigeants de nouveaux pays européens qui ont rejoint l'Union européenne pour bénéficier du grand marché, du soutien financier, des subventions européennes, mais qui veulent être à l'abri des grands principes démocratiques. Donc il y a une accélération des condamnations
de la Roumanie, de la Hongrie, de la Pologne, évidemment de la Turquie, puisque ça dépasse largement l'Union européenne, puisqu'il s'agit du Conseil de l'Europe. Je le précise, j'ai fait une confusion. On est au-delà des 27 pays de l'Union européenne, on est au niveau des 47 pays du Conseil de l'Europe. Donc aujourd'hui, plus de la moitié des condamnations prononcées par la Cour européenne des droits de l'homme concernent la Russie, la Turquie, la Roumanie, la Bulgarie, la Hongrie, c'est-à-dire tous ces nouveaux venus dans le concert européen qui, pour certains d'entre eux, revendiquent nettement le fait d'en avoir strictement rien à faire des grands principes protecteurs du droit des gens. Quelqu'un a encore une question? J'ai une question pour Antoine Deltour. Vous n'en avez pas fait mention, mais heureusement votre avocat l'a fait, effectivement relier disons, les formes de l'héroïsme, quand vous avez parlé de Gandhi par exemple. Et quel est je pense au numérique, c'est-à-dire comment un tout petit geste qui est immense dans la prise de risque, qui est sur une petite puce ou sur un disque dur, de rassembler des milliers d'informations ou des dizaines de milliers d'informations qui vont nécessiter le travail d'un peuple de journalistes, est quand même assez différent d'un geste héroïque qui va entraîner un peuple derrière lui. Ce que je veux dire, c'est que ça ne le diminue pas. Au contraire, on l'a bien entendu. Mais ma question est la suivante. Est-ce que le numérique fait que finalement, il a son propre talon d'Achille qui fait qu'il suscite lui-même facilement, je parle techniquement et non pas courageusement, la possibilité que des lanceurs d'alerte s'en saisissent? Oui, je pense qu'il y a... William Bourdon a évoqué les différents facteurs qui expliquent la multiplication des cas de lanceurs d'alerte, et je pense qu'il y a effectivement un facteur technique où, avec la dématérialisation des données, il est beaucoup plus facile de faire des fuites massives d'informations et aussi d'entrer en relation par la suite. Je veux dire, à une époque, c'était peut-être pas évident de trouver le bon interlocuteur, le bon journaliste. Maintenant, on a quand même un outil extrêmement puissant, Internet, qui, mis au service de motivation citoyenne, peut aboutir à des résultats vraiment, vraiment remarquables. Mais c'est aussi dangereux, parce que effectivement, ça laisse des traces, et c'est extrêmement difficile de faire ça. Vaut mieux prendre conseil informatiquement avant de se lancer, et on a vu une multiplication de plateformes sécurisées pour lancer des alertes autour de 2 logiciels dont j'ai oublié le nom. Il y a Securebox et GlobalX, et qui utilisent des groupements de médias comme Mediapart, Le Monde ou l'ICIJ pour tout simplement permettre à des lanceurs d'alerte de déposer des informations. Et c'est vrai que c'est une facilité, un outil qui explique en partie la multiplication des alertes. Nos 2 dernières questions. Il y en a une ici aussi. Oui, j'ai cru comprendre qu'une des premières conditions dans la loi Sapin 2, en cas de... quand on s'apercevait qu'il y avait un problème, etc., c'était d'en informer disons ses supérieurs hiérarchiques, sa hiérarchie. Je me pose la question, est-ce que dans le cas d'Antoine Deltour, ça aurait été plus loin que... je ne sais pas. Voilà ma question. Je me dis que c'est quand même bien difficile de s'adresser aux échelons supérieurs, quand en plus il me semble spécialisé dans des... Voilà, c'est tout. Vous avez entièrement raison, madame. C'est un point que je soucie de ne pas être trop long. Je suis passé un peu vite sur cette disposition. Ce que la loi dit, c'est que, évidemment, la première étape, c'est de s'adresser chez soi, dans sa maison professionnelle, mais sous réserve qu'il y ait des canaux de signalement. C'est-à-dire qu'il y ait une espèce de mécanisme de protection qui vous mette à l'abri des éventuelles représailles de l'employeur. Alors comment tout ça va se passer? La loi ne le dit pas. Ça veut dire qu'au fond, le directeur juridique ou le DRH va devenir un lanceur d'alerte de seconde main. Ça veut dire qu'il faudra protéger l'anonymat de cette alerte. Et d'ailleurs, la loi prévoit que si l'employeur révèle l'identité du lanceur d'alerte au sein de l'entreprise, il s'expose lui-même à des sanctions pénales. Mais il va y avoir une nouvelle culture d'entreprise qu'il faudra écrire, qui va être très compliquée,
qui se heurte au poids des silences et des omertas et des habitudes. Et je pense notamment aux banques ou aux entreprises financières. Moi, je défends un jeune banquier qui a lancé l'alerte de façon un peu imprudente, un peu naïve dans son entreprise et qui a été licencié pour faute grave dans la minute qui a suivi. Parce que l'alerte qu'il a lancée aboutissait à ce que celui qui lui remettait ses fiches de paye pouvait être poursuivi pour blanchiment pour des dizaines de millions d'euros. Donc on se peut jeter dans la gueule du loup quand on lance l'alerte en interne. C'est pour ça que la loi a prévu que si ça ne marchait pas, on pouvait s'adresser à des tâches supérieures qui étaient les ordres professionnels ou l'autorité judiciaire. Mais ce qui va indexer la façon dont cette loi va être mise en œuvre de façon effective, c'est l'exigence qui va être posée d'imposer aux employeurs des canaux de circulation de l'alerte qui protègent de façon effective le collaborateur de l'entreprise de tout risque de représailles occultes dès lors que l'alerte aura été jusqu'au supérieur hiérarchique. C'est sans doute une des questions les plus compliquées à mettre en œuvre. Alors, comme je le disais tout à l'heure, encore 2 questions. Peut-être Antoine, tu veux dire un mot là-dessus ? Très rapidement, enfin, c'est vrai que c'est peut-être un point assez discutable de la loi Sapin 2, et évidemment, en m'adressant à mon supérieur hiérarchique, ça n'aurait absolument rien donné, si ce n'est peut-être mon licenciement. Après, il y a des amendements qui ont été proposés par des députés pour clarifier la loi sur ce point, et la réponse du rapporteur et du gouvernement, ça a été de dire qu'il n'était bien évidemment pas question de demander aux lanceurs d'alerte de se jeter dans la gueule du loup. Alors, du coup, les amendements ont été retirés et donc la loi continue à ne pas être très claire à mon avis, quoique je ne suis pas du tout juriste, mais il paraît que ce qui compte c'est l'esprit de la loi. Les tribunaux tiennent compte de l'esprit de la loi, et l'esprit de la loi ce serait notamment ces débats parlementaires. Donc si le ministre a dit qu'il ne s'agit pas de demander de se jeter dans la gueule du loup, ça pourrait avoir du poids, mais bon. C'est pour ça aussi qu'on verra comment ce sera appliqué plus tard. J'avais une question. Est-ce qu'il y a des lanceurs d'alerte de scandales environnementaux? Et Maître Bourdon, est-ce que vous avez eu l'occasion d'en défendre? Alors, moi, j'en ai pas défendu. Il y a eu plus que des lanceurs d'alerte, il y a eu des désobéissants directs, c'est-à-dire qui ne sont pas passés par l'alerte, parce que parfois, il y a des gens qui refusent de passer par la case alerte, qui préfèrent aller à la case directe désobéissant. Non, il y a un groupe de gens dans ce pays. Oui, quand même, je ne vais pas être désagréable avec eux, je veux plutôt leur rendre hommage, qui avaient quand même sonné l'alarme sur le scandale des OGM, qui s'appelle les faucheurs. Et les faucheurs ont fait l'objet, d'ailleurs, dans un premier temps, de décisions de relax de la part d'un certain nombre de juges, qui ensuite ont été cassés par la Cour de cassation, et certains juges, assez courageux d'ailleurs, notamment la Cour d'appel d'Orléans, les avaient relaxés sur le thème. Ils ont obéi à un intérêt supérieur, toujours cet intérêt supérieur que j'évoquais, un intérêt général sanitaire qui pouvait justifier qu'ils détruisent momentanément quelques hectares. Et ensuite, la Cour de cassation a dit à José Bové, enfin monsieur, vous n'avez pas épuisé le débat démocratique, vous êtes parlementaire, avant de vous précipiter dans la violation de la loi, vous auriez dû épuiser toutes les autres cartes qui sont le débat démocratique, qui sont le débat parlementaire. On est exactement au cœur du débat, c'est-à-dire que plus un citoyen aura démontré qu'il aura épuisé toutes les possibilités d'alerte en interne, en externe, devant l'autorité judiciaire, voire même dans le débat public et démocratique, et plus l'acte de désobéissance pourrait être accompagné et célébré. Une question ? Oui. Est-ce que d'autres pays européens préparent leur loi Sapin 2 ? Il y a des lois qui sont en avant, il y a des lois européennes qui sont en avance sur la loi française et d'autres qui sont très en retard. Il y en a évidemment beaucoup moins en avance qu'en retard. Il y a une loi assez protectrice qui est la loi anglaise, notamment sur les scandales financiers. Il y a un sondage qui avait été publié par le Financial Times il y a 1 an et demi qui rappelait que 4 grands scandales financiers sur 5 en Grande-Bretagne ces dernières années ont été révélés en interne par les lanceurs d'alerte. Je pense des scandales sur le Libor, des scandales sur les manipulations sur les taux de change, matières premières. Tout ça n'a été possible que parce qu'il y a eu des collaborateurs en interne à Londres qui ont pu se rendre auprès d'un organisme qui les a protégés, qui en a protégé l'anonymat et qui a permis ensuite un traitement judiciaire de ces lanceurs d'alerte. Alors qu'est-ce qui va se passer après le Brexit? On ne sait pas, puisque le Brexit peut avoir aussi des conséquences assez lourdes, mais ce n'est pas le sujet ce soir. Enfin, le paradoxe de l'Angleterre, c'est une protection optimale des lanceurs d'alerte,
et le fait que le Commonwealth permet une protection maximale de l'argent sale à travers les fiducies et les trusts à Jersey et Guernesey. Donc c'est un peu en miroir, et ça ne mérite pas non plus une célébration excessive. Il y a la loi américaine qui est assez protectrice des lanceurs d'alerte, la loi norvégienne, il y a quelques lois comme ça qui ont des standards assez élevés. Il y a des pays qui traînassent, c'est l'Italie qui est en retard. Il faudrait faire quelque chose du côté de l'Italie pour que les lanceurs d'alerte soient protégés. Par contre, en Italie, il y a un système très développé sur la protection des repentis. Mais la protection des repentis n'est pas tout à fait équivalente à la protection des lanceurs d'alerte. Oui, bonsoir, maître. Est-ce que dans la loi Sapin 2, il y a une description, en fait, sur la manière dont l'information est retirée du lanceur d'alerte? Par exemple, si je prends le cas ultime d'un hacker qui se serait procuré de manière détournée les informations d'une entreprise, est-ce que celui-ci pourrait être assimilé à un lanceur d'alerte? L'article 7 que j'évoquais tout à l'heure évoquait la possibilité que soit octroyée une forme d'irresponsabilité pénale au lanceur d'alerte quand, pour donner l'alerte, il viole la loi. Ce que la loi ne dit pas pour l'instant, c'est est-ce qu'il y aura un seuil de gravité dans l'infraction commise par un lanceur d'alerte qui ne lui permettrait pas de bénéficier de cette irresponsabilité pénale. Je pense que quand le législateur a ratifié ce principe d'irresponsabilité pénale, il a surtout pensé à la violation des secrets. S'il demande une forme d'immunité alors qu'il a volé une tonne de documents qu'il a mis dans un container et qu'il est rentré chez lui avec une tonne de documents en volant des documents, il pourrait être poursuivi à ce moment-là sur deux fondements, la violation du secret et le vol des documents. Ça, c'est les décrets qui le diront. C'est l'esprit qu'invoquait fort justement Antoine de la loi qui le dira, c'est l'application de la jurisprudence qui le dira, et c'est aussi la façon dont le défenseur des droits protégera les lanceurs d'alerte, puisque toute cette protection elle est adossée au défenseur des droits. Il y a encore une zone grise dans la loi. Pour l'instant, la loi elle est toute fraîche, elle est ambiguë sur certaines dispositions, elle est imprécise sur d'autres. Ça va être la bagarre que nous allons mener, nous, juristes et acteurs de la société civile, pour qu'elle soit renforcée dans sa lettre et dans son esprit. C'est une bagarre qu'il faudra mener dans les prochains mois, en espérant que cette loi ne sera pas détricotée à compter d'un mois qui va venir dans quelques instants, dans quelques mois, et d'une élection présidentielle qui s'annonce, avec beaucoup d'incertitudes depuis quelques jours, mais on peut craindre malheureusement qu'il y ait des forces dans ce pays qui veuillent et qui soient tentées de détricoter cette loi Sapin 2. Merci.